Donc bonjour à tous, on va commencer cette conférence. Ils ont appelé à l'instant, ils viennent de faire l'annonce. Donc pour commencer, je peux commencer? Allez, je commence. Donc bonjour à tous, on va faire cette table ronde. Alors il y a une formule pour la décarbonation, vous savez, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la font. Je fais partie de ceux qui en parlent et on est content de faire des conférences pour rencontrer ceux qui la font au quotidien. Donc vous savez que ce salon est quand même consacré au breakbulk et on s'est dit évidemment qu'il fallait aborder cette question-là de la décarbonation du maritime qui devient une réalité de plus en plus. On va aborder sous différents points. On a la chance d'avoir deux armateurs aujourd'hui. Un armateur historique, je crois on doit être bientôt à 200 ans pour la maison Louis Dreyfus, et puis un armateur, une start-up de l'armement, puisqu'on doit être à bientôt 10 ans à peu près, ou vous êtes à 10 ans peut-être, Jean, c'est ça? Donc on est dans deux histoires du monde maritime français. On va parler avec un chargeur, donc Madame Planès pour le groupe Beneteau, évidemment, dans la proximité régionale, mais un acteur international dans son secteur. Et puis aussi un acteur local, industriel, avec... D'ailleurs, comment vous le prononcez, votre entre... Réel, voilà. Des fois, avec les lettres, on ne sait jamais. Donc c'est réel, c'est pas real, c'est réel. Ok. Très bien. Donc on a l'idée effectivement de se poser la question, et notamment dans le breakbulk. Vous savez que breakbulk et roulier, puisque dans ce salon on associe aussi le roulier, mais Jean, tu nous diras aussi l'intérêt de votre solution technique pour justement des marchandises breakbulk. On parle souvent de la décarbonation, on a vu pour la contamination, en plus les contraintes de navires, on le voit arriver sur des pétroliers, sur de types de navires, on l'a vu sur des navires à passagers. Vous avez vu il y a quelques jours à Saint-Nazaire le premier voilier reconstruit par les chantiers de l'Atlantique avec le projet Orient Express. Et donc on va s'intéresser à ça. On va commencer par Monsieur Droguet, vous êtes project manager chez Louis Dreyfus Armateur. Donc un petit peu d'abord nous présenter, encore une fois, ça peut prendre un peu de temps, c'est à vous de le voir, nous représenter un peu cet armateur historique qu'est LDA dans tous ces marchés. En plus, depuis ces dernières années, on peut dire que ça bouge, des vieux business historiques disparaissent pour d'autres. Présentez-nous un petit peu comme ça pour qu'on ait un peu l'idée avant d'attaquer véritablement le cœur de la réflexion. Et si votre brique voilà. Allô? Oui. Oui, bonjour à tous. Donc LDA, armateur historique français, familial. Donc, je sais pas. Voilà. Donc, je vais passer rapidement sur certaines slides, mais c'est toujours assez intéressant de voir des images, étant donné la diversité de nos activités. Ça permet un petit peu de caler les choses. Donc, première acquisition de navire en 1903, groupe Louis Dreyfus fondé en 1850. Effectivement, plus de 170 ans d'existence maintenant, avec la 5e génération, Édouard Louis Dreyfus, président maintenant de LDA. Et, si, à la rigueur, levez-vous, mettez-vous. Ouais, ça va être plus simple. Avec exactement, merci. Hop. Donc voilà, donc 2600 collaborateurs dans le monde, dont 520 marins français et une grosse centaine de navires, barges et remorqueurs. Donc si on regarde un petit peu l'historique, ça a beaucoup bougé ces dernières années. Les gros points forts, c'est le début du partenariat avec Alcatel en 2000 pour les câbles sous-marins. Et en 2002, le début du partenariat avec Airbus pour les navires rouliers et le transport des avions Airbus. En 2017, début du partenariat avec Ørsted pour les énergies marines renouvelables avec la commande de deux SOV. Et le dernier point fort, on va dire, plus récent, la cession en 2022 des activités historiques, donc du vrac sec, ou en tout cas des Ocean Going Vessels, Andy, Panamax, Cape, pour se recentrer sur des activités plutôt typées projet. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti complètement du vrac, il nous reste des activités de transshipment, on le verra juste après.
mais on est sorti de ce marché, on va dire, volatile. Et donc en 2023, début de l'activité CTV, donc toujours pour l'éolien, avec maintenant le 5e CTV qui est arrivé dans la flotte. Donc voilà, j'ai parlé rapidement, donc là on retrouve nos 3 business units, donc transport et logistique, gestion portuaire, transbordement, gestion des RoRo pour LDC Plane et commissionnaire de transport avec LD Freight Solutions. Les câbles, une des grosses activités, avec l'armement de 13 navires câbliers en partenariat avec ASN et OMS en Malaisie, la conversion et les nouvelles constructions de navires câbliers, et puis les activités les plus récentes, les EMR, avec les SOV, les CTV, et puis notre division LD Travaux Océan qui s'occupe de la pose et de l'ensouillage de câbles sous-marins. Des implantations un petit peu partout dans le monde au gré des projets, donc forcément beaucoup en France, mais une grosse activité au Middle East, très grosse activité en Indonésie, et puis des bureaux au Canada, en Colombie, en Afrique de l'Ouest, en Australie, etc. Donc voilà, c'est les drivers un petit peu de l'esprit LD, esprit de famille, esprit d'équipe, esprit poignet, esprit moteur, donc les valeurs du groupe depuis maintenant plus de 170 ans. Bon, je passe un petit peu sur la politique QHSE, forcément c'est quelque chose d'important, mais plutôt sur la flotte. Donc sur la division transport et logistique, on a 3 RoRo à l'heure actuelle, 15 barges autopropulsées, c'est-à-dire par barge autopropulsée, ça ressemble plus à des vrais navires qu'à des barges. Hein. C'est des navires de 120 mètres de long qui prennent 10 000 tonnes. Donc c'est des barges parce que c'est un single deck, mais ça reste des beaux navires. On en a 6 nouvelles en construction à l'heure actuelle. Et puis une flotte de remorqueurs, de barges, les navires câbliers, les navires SOV et les CTV, donc avec le 5e qui n'est pas encore à jour, mais qui est rentré dans la flotte récemment. Et ce travail, je l'ai évoqué avec des partenaires industriels, des gros clients industriels, donc Airbus, Ørsted qui nous font confiance, Subsea, OMS, ASN. Donc voilà, c'est ces partenariats historiques qu'on continue de développer. Si on s'intéresse particulièrement à la division transport et logistique, qui est plus l'objet de cette discussion, donc le partenariat avec Airbus commençait en 2002 et plus de 3000 composants d'avions Airbus transportés en Europe et entre l'Europe et les États-Unis. Les activités aussi de 3PL, de management de la supply chain Airbus pour leur transport de colis lourds, la gestion du planning, la control tower, etc. Management portuaire. Je passe très rapidement pour pas vous embêter trop longtemps avec ça, mais le fait de voir les images permet un petit peu de situer. Et un point intéressant par rapport à ça, c'est notamment dans la perspective de la décarbonation. Notre philosophie de décarbonation est aussi liée à la diversité de nos activités. C'est par la diversité de nos activités, on se rend bien compte que la politique de décarbonation, les méthodes mises en œuvre doivent être différentes en fonction des profils opérationnels de nos navires. Mettre une voile sur un câblier qui passe son temps en DP2 est forcément beaucoup moins intéressant que sur un RoRo. Donc on est obligé de s'intéresser à des technologies très diverses. On a la chance d'être un armateur intégré avec un service innovation, un service ingénierie, etc. Et c'est ce qui nous permet d'avancer de front sur toutes nos activités sur la politique de décarbonation. Donc, une de nos grosses activités aussi, donc le transbordement de vrac, c'est ce qui nous garde un pied dans le vrac avec le transportement de bauxite, de minerais de fer et de grains. Des transports en eau peu profonde. Ça reste aussi du vrac, mais comme je l'ai dit, c'est plus les ocean going vessels, c'est des navires de plus petite taille pour du short sea, principalement en Asie. Et puis commissionnaire de transport, la dernière activité, on va dire, entre la Chine et le Canada principalement. Voilà, et de l'ingénierie logistique, conception, études, le tailor-made de LDA qui est dans l'ADN de s'adapter aux besoins industriels des clients. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour la présentation avec ce focus sur le transport et logistique. Si vous êtes intéressé par les activités câbliers, je serais ravi d'en parler aussi, mais je pense que c'est un peu moins le sujet de la discussion. Du coup, pour revenir, votre contrat avec Airbus, alors il est historique, il a été renouvelé. Oui.
pour parler décarbonation, c'est une volonté de LDA de rentrer à la décarbonation, c'est une volonté aussi d'Airbus de décarboner sa logistique océanique. Comment ça s'est construit? Alors, le partenariat avec Airbus, il remonte à 2002. Il vient d'un challenge industriel qui était la chaîne logistique de l'A380. Clairement, c'était la proposition de LD de répondre à ce challenge d'Airbus qui a drivé la construction de nouveaux navires adaptés pour l'A380. On a la chance que Airbus nous a renouvelé sa confiance récemment pour continuer à travailler avec eux et pour construire 3 nouveaux navires beaucoup plus décarbonés. Effectivement, la politique de décarbonation... LDA a clairement une volonté de décarbonation. Maintenant, le driver principal reste le chargeur. La volonté du chargeur est au moins aussi importante que la volonté de l'armateur. C'est pour ça que c'est très bien que Madame Planès soit là aujourd'hui, parce que c'est vraiment aussi une commande du chargeur qui permet à l'armateur de mettre les solutions en place pour décarboner. Donc Airbus a cette volonté-là, a des objectifs CO2 très ambitieux. Et on a dû répondre à ce challenge en proposant des navires qui permettaient de réduire leur empreinte carbone. Du coup, on peut en parler maintenant des 3 nouveaux navires. On a un choix justement parce qu'on a une intensité de décarbonation assez élevée. On peut faire du design, on peut repenser le navire, notamment avec les solutions véliques qui ont été vues. Clairement, mais avant même, on va dire, les nouvelles technologies, pour nous, le sujet principal pour arriver à faire un navire décarboné, c'est de connaître le profil opérationnel de ce navire. C'est-à-dire d'arriver à faire un navire tailor-made pour le besoin du client. Et rien que ça permet déjà de gagner énormément en consommation, en optimisant le plan de chargement, en faisant en sorte que les navires soient remplis, qu'ils soient designés pour la route prévue. C'est vraiment la première étape qui est indispensable. Et c'est ce en quoi un engagement fort d'un chargeur comme Airbus est très important. Après, bien sûr, on est allé plus loin avec de la propulsion vélique, avec des moteurs dual fuel e-méthanol pour pouvoir réduire encore plus l'empreinte carbone. Mais tout ça, ça vient après l'optimisation du navire pour le besoin. Mais du coup, Air6, les carburants, j'allais dire de friture, mais vous m'avez compris, de recyclage. Là, il va y avoir une nouvelle voile aussi. C'est un intérêt de le mettre sur la flotte conventionnelle, enfin la flotte historique, les 3, enfin les 2 qui sur le... Comment on passe du test sur les rouliers d'aujourd'hui au design des rouliers de demain? Il y a un lien ou c'est 2 démarches qui sont séparées? Non, il y a complètement un lien. Le premier lien, c'est l'apprentissage, tout simplement. Ça reste des technologies qui sont nouvelles pour tout le monde, pour nos commandants y compris, et surtout pour eux. À la fin, ça reste eux qui opèrent le navire en premier lieu. Donc c'est vrai que le fait d'avoir de la propulsion vélique sur les navires actuels nous permet de réduire grandement notre courbe d'apprentissage sur les futurs navires et d'être en avance de phase par rapport à ça. Maintenant, c'est aussi des technologies qui sont nouvelles en termes de technologie intrinsèque, donc le fait d'en tester plusieurs, de voir quelle technologie répond à quel besoin. Nous, en tant qu'armateurs, on est vraiment agnostique en termes de technologie. On estime qu'il y a de la place pour toutes les technologies, que certaines technologies répondront à un besoin, d'autres à un autre. Et on a ce besoin-là, par la diversité de notre flotte, de savoir telle technologie pourra plutôt aller sur tel type de bateau, répondre à tel type de contraintes et avancer comme ça en itération. Et c'est la force des armateurs familiaux de pouvoir aussi de se dire on teste quelque chose, enfin la prise de risque. Bon, c'est pour 6 mois, c'est pas forcément sur des années, mais de se dire on essaye. Il n'y a pas que vous, il y a 4 ou 5 armateurs français qui se sont lancés notamment dans le vélique, dans des processus. C'est une prise de décision, de risque, c'est une vraie stratégie d'entreprise? Oui, complètement. Et c'est une stratégie qui est d'entreprise et, comme je l'ai dit avant, suivie par nos clients aussi. C'est-à-dire que sur des sujets comme ça, on est obligé d'avancer en partenariat avec nos clients parce que mettre des nouvelles technologies, ça a un impact, ne serait-ce que le temps de l'installation de la nouvelle technologie. Donc c'est plus facile à faire quand on est sur du long terme, quand on a des clients qui nous suivent, que sur un marché spot sur lequel on répond aux besoins du marché et c'est plus compliqué d'en sortir. Après, la différence sans doute, c'est que le gain est aussi pour le client.
C'est tout l'intérêt. Le gain n'est pas que pour LDA. Nous, on essaye d'être moteur, de proposer des solutions, de faire tout pour que ces solutions marchent. Et à la fin, c'est le client aussi qui gagne. Là, votre fournisseur de voiles sur les nouveaux navires, c'est qui Ce sera North Power, ou des Finlandais, pardon. Et on vous a promis combien de pourcentage d'économie? Parce que c'est un débat qu'il ne faut pas cacher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive sur des solutions nouvelles, des promesses d'économie. Est-ce qu'il y a une garantie? Parce que pour travailler un peu à l'Isémar sur le Vélic, beaucoup nous le disent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on gagne 10-15%? C'est garanti. Comment se construit le partenariat sur la propulsion Vélic, purement, hein? Alors, un premier point, c'est que j'ai toujours beaucoup de mal à parler en pourcentage. C'est quelque chose qui est assez compliqué, parce que pour nous, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Tout dépend du navire, tout dépend du point de référence. Une voile mise sur un capsize ou mise sur un handi, clairement en pourcentage, le gain ne sera pas le même. À la fin, en kilowatts et en tonnes économisées, c'est la même chose. Le ROI est le même. Donc il faut quand même avoir beaucoup de méfiance par rapport aux effets d'annonce en pourcentage. C'est assez compliqué à analyser. Après, en termes de garantie, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé. Je ne suis pas en mesure forcément de dévoiler toute la nature des engagements, mais clairement, je pense qu'on a réussi à trouver pour ce projet-là le bon équilibre. Chacun est sorti un petit peu de sa zone de confort, que ce soit LD, que ce soit Airbus, que ce soit le maker de voile, et tout le monde a réussi à faire le pas en avant et l'engagement supplémentaire qui a permis à ce projet vraiment de faire sens et de se réaliser. On parle de nouveaux carburants. Est-ce que dans le groupe, on parle beaucoup de méthanol, d'ammoniac, on le voit sur des grands navires auxquels on est peut-être en train de changer du LNG au méthanol, sur des flottes plus techniques, il y a aussi des réflexions sur ces nouveaux carburants? Oui, bien sûr. On a sorti très récemment un concept de SOV hydrogène. Donc ça fait partie des réflexions. Un SOV, c'est un petit peu le même sujet qu'un câblier, c'est-à-dire que c'est un navire qui reste très souvent en DP. Donc l'idée, c'était que sur champ, il ne rejette pas d'émissions, que ses capacités d'hydrogène lui permettent de travailler sur champ sans émissions. On garde forcément des moteurs thermiques, ne serait-ce que pour la sécurité, et pour le transit entre le port d'attache et le champ. Donc c'est des développements qui sont en cours. Là, on parle de piles à combustible? On étudie les deux, pour l'instant piles à combustible. D'accord. Et sur carrément les CTV, la batterie du système purement électrique sur des bateaux qui vont un peu plus loin que la côte? Non, c'est complètement des choses qu'on étudie aussi. On a fait partie du consortium ZEST pour le développement des CTV nouvelle génération. Donc il y a des choses à prendre sur chacune des technologies. C'est quelque chose qui est fortement regardé sur les CTV aussi également. Donc pour conclure, on est multitude de solutions adaptées à des flottes, justement, vous l'avez dit, des flottes qui vont vite, des flottes qui ne vont pas vite, des flottes qui... C'est un peu l'ADN des armateurs aujourd'hui, avec une vraie question, on l'a dit plusieurs fois, beaucoup de briques technologiques qui commencent. L'intention des armateurs, la poule et l'œuf qui va souvent être dans le... Enfin, la poule et l'œuf, il y a le chargeur, il y a les navires et les technologies, c'est à trois quand même. Vous sentez qu'on peut partir, y compris à tester des choses. Je ne vais pas parler de kite, mais on sait peut-être qu'il y a des solutions des fois qui ont l'air évidentes au départ, mais il faut les armateurs pour le tester. C'est votre rôle en tout cas dans votre entreprise d'essayer les choses. Oui, c'est notre rôle en tout cas de ne pas dire non. Ça ne veut pas dire qu'on peut toujours dire oui. On a des contraintes industrielles et on a des contraintes liées à nos clients aussi. Par contre, on essaye toujours d'être moteur et de pouvoir essayer ces différentes technologies complètement. Et ma dernière question, c'est la question de la politique publique. Est-ce que vous sentez qu'il faut des choses? Est-ce qu'il faut de l'accompagnement? Je n'ai pas eu la chance d'écouter le ministre à Saint-Nazaire il y a quelques jours parce que j'étais ailleurs et pas invité. Mais qu'est-ce que vous attendez des politiques publiques, pas vous, mais dans le groupe? Est-ce que vous attendez du soutien? Est-ce que vous attendez une vraie action, des remises fiscales? Encore une fois que chez les armateurs, c'est toujours un discours un peu compliqué. Mais qu'est-ce que vous attendez des politiques publiques? La politique publique, elle est déjà présente par certains mécanismes. Vous avez parlé de politique fiscale, la green amortization, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui restent positives pour les armateurs. Ce qui est compliqué et pour les pouvoirs publics et pour les armateurs, c'est de trouver où mettre le curseur en termes d'aide et en termes de montant et en termes de TRL. C'est-à-dire que par définition, pour l'instant, les politiques publiques sont orientées sur le développement, la R&D, etc. Un armateur va attendre quelque chose d'un petit peu plus mature pour le mettre à bord.
Donc il y a cette question de trouver le juste milieu entre le niveau de développement, le montant de l'aide et à quel moment on prend le départ. Merci bien. Madame Planès, vous êtes vice-présidente purchasing, donc directeur des achats division chez Beneteau, donc un grand fabricant industriel de nos régions, à l'international avec évidemment des produits. Déjà un peu nous rappeler la dimension logistique du groupe, parce qu'entre la fabrication et le propriétaire qui récupère son navire partout dans le monde, il faut quand même le positionner. Donc cette logistique, rappelez-nous un peu les grandes lignes justement de la problème logistique de Beneteau par rapport à ces marchés mondiaux, pour commencer. Très bien, tout d'abord. Ça fonctionne? Parfait. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Donc oui, le groupe Beneteau a un ancrage territorial très fort ici dans l'Ouest de France. Société française de 140 ans d'âge. On est un peu moins âgé que vous, mais on est plus vieux que Coca-Cola. Coca-Cola, c'est 138 ans. 8000 salariés à travers le monde, pour majeure partie ici en France. À peu près 1,6 milliard de chiffre d'affaires, pour majeure partie réalisé à l'export. Et donc on a effectivement besoin de nos transporteurs pour acheminer nos bateaux, qui sont des produits finis lorsqu'ils voyagent, vers leur destination finale, pour les unités qui ne sont pas autonomes. On fabrique aussi des unités qui le sont. On est le plus grand constructeur de bateaux à voile au monde, bateaux de plaisance bien sûr. On n'a pas eu besoin de beaucoup de force de conviction de M. Zanutini pour être convaincu de la pertinence de la propulsion bellique. Pour le coup, c'est notre cœur de métier. Et donc on a aussi des navires qui transitent avec leurs équipages de manière autonome. Donc de par notre ancrage industriel, en fait, on charge sur différents ports en Europe. On fabrique en Pologne, donc on expédie pas mal au départ de l'Allemagne, Hambourg. On expédie aussi au départ de la Belgique, Anvers, Zeebrugge, Le Havre pour la France, demain Saint-Nazaire, grâce à Neoline, desquels on est très proche, on est chargeur, on sera chargeur. Voilà. Donc bientôt nos navires vogueront à la voile. On y croit. Mais surtout, le cœur de business d'un point de vue transport, pour nous, c'est La Rochelle. Parce qu'il y a une proximité géographique évidente avec la Vendée, il y a une facilité d'accès, il y a d'excellentes relations avec les autorités locales. Et je crois savoir qu'on a été un pourvoyeur important de business sur le port de La Rochelle, notamment l'année dernière. Voilà, ça se passe très bien. C'est hyper important parce que c'est proche, et c'est hyper important parce que ça fait beaucoup de sens d'un point de vue impact carbone. On a des ambitions très fortes au sein du groupe Beneteau. Les ambitions RSE du groupe sont regroupées sous le nom d'un programme qui s'appelle Be Sustainable. C'est 30% de réduction de l'impact carbone à horizon 2030 et ça va aussi passer par la décarbonation du transport. La proximité, ça fait du sens. Pourquoi? Parce qu'on réduit le temps passé sur la route. Voilà. D'un point de vue de la nature des navires qui transportent nos bateaux, alors on travaille beaucoup en ro-ro, les bateaux voyagent sur berre, mais on charge aussi sur du traditionnel, du porte-container, on peut voyager sur pont ou sous cale. Voilà, donc on travaille avec une assez grande diversité de navires. Et pour ce qui est des destinations, on va dire 85% les États-Unis, côte Est, côte Ouest, 10% vers l'Australie, et puis le reste, ça va être le reste du monde. Voilà dans les très grandes lignes. Mais vos clients, toujours la question de la RSE, il y a votre RSE à vous, volontaire, il y a la RSE contrainte, parce qu'on voit des règlements européens notamment sur l'impact environnemental de la mobilité terrestre. La volonté des clients, parce que des fois, est-ce que nos clients américains, vos clients américains, voient cette notion environnementale, ou c'est au départ ça part véritablement d'un engagement de l'entreprise? Est-ce que c'est vendable en gros cette... Le sponsoring de la direction générale est extrêmement fort. L'ambition, elle est affichée, elle est affirmée. Nous évoluons, les produits que nous commercialisons évoluent sur un milieu naturel qui est la mer, qui est quand même l'élément naturel à préserver par excellence. Si on veut pouvoir se prémunir des effets du réchauffement climatique. Donc on est particulièrement sensible à cet effet-là. Et les gens qui naviguent ont plutôt tendance à aimer la mer. Quand bien même ils ne soient pas tous férus de transatlantique, on aime pouvoir préserver cet océan, et ces océans et ces mers à travers le globe. Et ça passe évidemment par une décarbonation de ce transport. Donc est-ce que ça fait du sens d'un point de vue commercial? On a la chance d'évoluer dans un secteur
Alors nous, on aime bien dire qu'on est un plurispécialiste, un multispécialiste, mais on est surtout un industriel artisan. On fabrique des unités de 20 pieds à 80 pieds. Prix de commercialisation, je vais dire des bêtises, mais ça doit être de 30 000 € à 8 millions. Fort heureusement, ce n'est pas le prix du transport qui les arrête, pourvu que ça dure. Avant de parler justement du projet avec Neoline, est-ce que ça vous parle, toutes ces questions environnementales du maritime, les nouveaux carburants, le vélic, l'optimisation des routes, puisqu'en plus on sait que le routing fait partie aussi des enjeux. Vous entendez, ou c'est juste le client qui vous dit on va faire ça, une espèce de proposition verte et on se dit ok on prend. Vous vous sentez motivé, vous voyez un peu les enjeux? Alors le groupe Beneteau développe en moyenne une vingtaine de nouveaux bateaux par an. Je crois qu'on est peut-être le client le plus à même de comprendre la pertinence du dessin d'une carène, sans même forcément parler du gréement. Je crois qu'on est le client le plus à même de comprendre la pertinence de l'optimisation énergétique d'une propulsion. C'est ce qu'on fait dans la vie. On est des gens de la mer et on est des constructeurs de bateaux, concepteurs et constructeurs de bateaux. Donc bien sûr, ça nous parle. Ces contraintes-là, on les vit par rapport à nos propres produits. Il faut qu'on soit pertinent d'un point de vue impact écologique, non seulement à l'usage de nos bateaux, c'est-à-dire l'impact de la propulsion, mais aussi à la construction, l'énergie qu'on va utiliser pour manufacturer nos bateaux. Il faut qu'on pense à la recyclabilité par rapport à la fin de vie, c'est-à-dire la pertinence de l'éco-sustainabilité des matériaux qu'on utilise pour la construction de nos bateaux. Donc tout ça, ça fait énormément de sens. Et on regarde ces armateurs avec beaucoup d'admiration parce que nos bateaux sont tellement petits par rapport à ce qu'ils fabriquent eux, mais je pense qu'on parle le même langage, on se comprend. C'est un peu périphérique, mais justement sur cette question du recyclage des navires, est-ce que vous, comme fabricant, vous êtes concerné par ce cycle de vie? Parce que, encore une fois, bon, les petits bateaux de plaisance qui pourrissent dans les ports, ça existe, mais là on parle des grands, de vos bateaux à vous. Il y a aussi une histoire de fin de vie, de cycle de vie qu'on peut introduire, y compris avec du rapatriement maritime sur des zones de déconstruction qui pourraient être... Vous connaissez peut-être l'organisme APER en France, qui déconstruit plusieurs centaines de bateaux chaque année sur notre territoire. Il existe, en France en tout cas, un système d'écotaxe comme il existe sur l'électroménager. C'est-à-dire qu'on finance une taxe qui permet de financer la déconstruction des navires en fin de vie. On travaille énormément dans le groupe sur la recherche et le développement en partenariat avec de grands chimistes français de matériaux composites alternatifs. On est très investi là-dessus puisque le groupe Beneteau, on n'est pas juste assembleur, hein. On est spécialiste du composite et spécialiste de l'aménagement intérieur bois. C'est-à-dire qu'on est propriétaire de nos labos et de nos usines de manufacturing composite, mais aussi de nos ébénisteries. Donc cette expertise-là, on l'a et on est extrêmement contributeur. On est parmi les plus grands consommateurs des chimies composites en France et en Europe. Et donc pour finir, le projet avec Neoline, vous faites partie des chargeurs historiques de la ligne. Comment ça s'est construit, l'ambition? C'est une histoire, on va le voir, hein, parce que la livraison au mois de juin, je pense vos premières exportations sans doute à l'été ou à l'automne. Comment ça s'est construit et comment vous avez réussi à vous engager? C'est pas évident de fidéliser déjà un chargeur comme vous sur un projet innovant. Ça a été une histoire d'homme. Hein. Ça c'est des capitaines de marine marchande. Ça nous parle. On a été hyper séduits par le projet. On n'a pas du tout eu besoin d'être convaincus sur la pertinence de la voile. Je ne sais pas si ça a été plus dur avec les autres chargeurs, mais chez nous, c'est passé comme une lettre à la poste. Ce qui a été super pour nous, c'est que M. Zanutini et ses équipes ont été hyper à l'écoute d'un point de vue de l'architecture du navire. Pour nous, c'est hyper important de pouvoir charger un maximum, lorsque c'est possible, sous cale. Parce que lorsque les bateaux naviguent protégés des éléments météo, lorsqu'ils arrivent de l'autre côté de l'Atlantique, il y a beaucoup moins à dépenser en temps et en euros, et en eau et en produits nettoyants, pour les remettre en conformité. Ça, c'est un point hyper important. Et ils ont été très à l'écoute et ils ont adapté les hauteurs sous barreau, les hauteurs sous pont, pour qu'on puisse charger un maximum de nos grandes unités en cale. Le deuxième point, c'est évidemment les routes. Les escales font énormément de sens pour nous par rapport aux destinations commerciales, mais aussi par rapport aux destinations salons. Les salons nautiques sont extrêmement importants pour la commercialisation de nos bateaux. Et Neoline nous emmènera jusqu'à la Floride. Après, il y a un autre aspect. Nous, on vend des bateaux produits en France, jusqu'aux États-Unis, si on doit rester sur cet exemple-là. Ça peut vous paraître étrange, mais on n'est pas du tout un chargeur stressé par le temps de transatlantique. Le transit time ne nous inquiète absolument pas.
un jour de plus ou de moins, une semaine de plus ou moins. Je suis peut-être le seul chargeur à vous dire ça, mais franchement, la Prestige 600 qui arrive aux US avec un jour ou deux moins, aucun problème. Et donc, cette notion de capacité de pouvoir optimiser le temps de transit pour optimiser l'énergie utilisée à bord par rapport aux conditions météo, c'est quelque chose qu'on entend et qu'on voit comme un avantage. Le temps, si ça permet d'être performant en termes d'impact environnemental, ça nous va bien. Merci bien. Jean Zanutini, vous êtes président de Neoline. Racontez-nous un peu l'histoire de Neoline, du Neoliner. Je la connais un peu parce qu'en plus, pour la petite histoire, j'ai proposé une ligne à l'époque qui n'est pas du tout celle-là, preuve que l'expert peut se tromper. Mais à l'époque, il n'y avait pas aussi des clients comme Beneteau qui étaient entrés dans la ronde, on va dire. Un peu nous raconter cette histoire, voilà, qui va être l'achèvement de presque d'une dizaine d'années d'efforts, d'engagement, y compris dans les technologies. Pour dire un peu, d'abord, présenter un peu le concept général. Tu n'as pas d'image, mais bon, on sait tous, il y a le stand là-bas, donc on pourra voir aussi. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, on est sur le stand Opportunity, il y a une belle image du navire. Donc moi, je suis président de Neoline et un des cofondateurs. Donc c'est avant tout effectivement une histoire quand même collective, même si j'ai fortement porté le sujet. On a commencé à réfléchir en 2011 et notre approche qui était, j'ai un passé marin de commerce, on est plusieurs dans ce cas parmi les cofondateurs. Notre approche c'était de proposer quelque chose d'assez pragmatique et qui essaye de lier l'aspect technologique et opérationnel. Et notre rapport de valeur est dans cette boucle de pouvoir designer, de pouvoir opérer derrière et réactualiser cet élément-là. Et ça, c'est finalement pas très original par rapport à un armateur, on va dire, historique, parce que c'est le métier d'armateur, en fait. Mais la différence pour nous, c'est qu'on a pris ce tropisme d'être très, très ambitieux sur la décarbonation, d'aller très, très loin pour accepter de modifier assez fortement le cahier des charges opérationnel qu'on va proposer. Et donc Neoline, c'est une compagnie maritime qui vise à faire du transport à la voile et avec trois éléments importants qui sont l'aspect industriel, c'est-à-dire d'essayer de transporter tout type de fret et en grande quantité. Alors on n'est pas sur le niveau de massification des grandes lignes, en tout cas pas encore, mais en tout cas on s'inscrit dans les standards du transport logistique. On cherche à être compétitif, c'est pas non plus dire low cost, mais c'est en rapport avec le marché, dans une cohérence notamment au door-to-door pour nos chargeurs. Et on vise le zéro émission parce qu'on considère que l'enjeu n'est pas de 10 ou 20% de réduction aujourd'hui, l'enjeu c'est d'aller le plus vite possible vers la neutralité carbone pour justement stopper le réchauffement climatique. Et dans cette démarche-là, on a une approche du coup où on va s'appuyer principalement sur deux piliers. Et le premier c'est la sobriété énergétique. Et cette sobriété énergétique, elle passe par une réduction notamment de la vitesse commerciale. Et c'est un sujet d'ailleurs, je reconnais qu'il est très porté côté LDA par Philippe Couderifus, il a été énormément porté. Mais donc nous, on essaie de le mettre en œuvre. Et ensuite, l'usage du vent en tant que propulsion principale. Donc ça, c'est vraiment notre ADN. Et muni de ça, on a développé une proposition technique basée sur nos convictions, sur notre expérience. J'ai navigué sur des rouliers, mes collègues également, notamment Michel Perry, on a longtemps navigué sur des navires rouliers. Et on est allé voir des chargeurs pour essayer de trouver entre quel port et avec quelles caractéristiques de navire on pourrait aller. Et ensuite, ça a été une co-construction, effectivement, comme vous l'avez dit, avec les chargeurs pionniers intéressés, et notamment spécifiquement avec le groupe Beneteau qui avait un besoin particulier sur lequel on a identifié qu'il y avait là quelque chose qui est entré en résonance avec ce qu'on voulait faire. Et une fois que ce travail, on va dire, de design a été réalisé, il y a eu un gros travail sur l'engagement possible des chargeurs en amont, parce que comme ça a été aussi dit, tout part évidemment du besoin de transport, des usagers, des clients. Et pour réussir à construire des projets ambitieux, il faut réussir à avoir un certain niveau d'engagement. Alors nous, dans notre idée, on voulait proposer une ligne qui est ouverte à tout chargeur, donc il n'y a pas un client qui est à porter l'ensemble, je dirais, de la responsabilité du risque de la réalisation. Et donc on a réussi, dans la région, autour du port de Saint-Nazaire, à construire en fait une communauté de chargeurs pionniers, avec des chargeurs évidemment plus importants que d'autres. Et donc Beneteau est clairement un chargeur majeur pour nous. C'est le cas aussi de Manitou.
Mais on a pu aussi convaincre d'autres chargeurs, le groupe Renault, on a pu convaincre aussi Ensi, Longchamp, la Fournée Dorée, et donc agréger comme ça un ensemble de clients et montrer aux banques et aux investisseurs une dynamique, une appétence pour ce mode de transport. Il y a eu beaucoup de travail aussi sur le montage industriel, parce que finalement un voilier, ça paraît simple, et en termes de technologie, on utilise un maximum de choses qui sont sur étagère, mais quand on va à une échelle industrielle, on parle engagement, on parle garantie, et on parle environnement juridique, on parle d'investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc il y a énormément de travail. On a tâtonné aussi, on a eu certains échecs, avec notamment beaucoup cherché à construire avec Neopolia. Et on a fini par parvenir à arriver à une proposition qui a pu convaincre les financeurs. Et puis du coup, ce dernier volet, financement, qui là aussi est un enjeu très fort. Et je dois dire que ce qui a été très important pour nous pour progresser, c'est le fait qu'on ne soit pas seul à porter la voile de travail et qu'il y ait d'autres projets. J'ai cité Zéphyr et Boré, j'ai cité TOWT, j'ai cité Grand Sail et d'autres, et des porteurs de technologie, et notamment celle que nous allons mettre en œuvre, qui est Solid Sail, avec les Chantiers d'Atlantique, un acteur quand même majeur. Et donc c'est cette communauté-là qui a poussé tous les acteurs du financement maritime à se dire « Ok, ça ne rentre pas dans mes cases, mais il faut que j'en crée une ». Et c'est comme ça que petit à petit, on a pu construire, ça a pris 10 ans, mais on a pu obtenir le financement fin 2022 et puis lancer la construction à partir de début 2023. Et aujourd'hui, le navire est en Turquie en construction à côté d'Istanbul, chez RMK Marine. Les mâts sont produits à Saint-Nazaire et en Bretagne. Les ailerons anti-dérive sont produits au Havre. Il y a d'autres lots, par exemple la stérilisation des eaux de ballast qui sont produits à Lunel. Enfin, à peu près 35% de l'investissement a pu être consacré quand même à des entreprises françaises. Et là, on est à peu près avec la moitié de l'acier qui est découpé, un cinquième des blocs déjà construits. La prochaine étape, c'est la mise à l'eau de la coque en Turquie en décembre. Et puis la livraison en juin 2025. Et du coup, une arrivée fin juin 2025 à Saint-Nazaire. Un point technique, Solid Sail, 2 voiles, rabattable. Quelle est la technologie un peu vélique que vous avez justement Alors effectivement, on a choisi le roulier pour 2 raisons déjà. Le mode chargement, c'est quand même absolument directeur sur le design. Première raison, c'est qu'on le connaissait bien parce qu'on avait navigué pas mal d'années dans ce mode de transport, mais aussi que c'est une manutention horizontale. Donc on n'avait pas le sujet du télescopage entre les grues et les mâts. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas réglable. On peut faire des choses dans ce domaine-là, on en est absolument convaincu, mais on voulait commencer plus simple. Et puis, du coup, c'est un roulier. Et ensuite, sur le système de propulsion, donc on a 2 mâts qui totalisent 3000 m². Ce sont des voiles semi-rigides. On a été convaincus par la proposition des Chantiers Atlantiques. On n'était pas parti là-dessus au départ, pour 2 raisons essentielles, l'opérabilité et la durée de vie. L'opérabilité, c'est qu'on parle de gréements qui sont autoportés, donc ils peuvent pivoter à 360 degrés. Et donc, on a la capacité, en fait, de prendre les vents un peu dans n'importe quelle direction, et il y a beaucoup de sécurité et de facilité d'usage à ce niveau-là. On était très rassurés, notamment par le démonstrateur, que Chantier Atlantique a pris le risque de construire à l'échelle 1. Et puis, ces voiles semi-rigides ont l'avantage de promettre une durée de vie équivalente à celle du navire, à la différence de voiles souples qu'on doit remplacer sur un usage commercial tous les 2-3 ans. Et donc ça nous a vraiment séduit, mais l'échelle du système de propulsion. Quand on parle de propulsion principale, il nous faut du mètre carré. Il nous faut vraiment des systèmes qui soient extrêmement grands. Et Chantier Atlantique aujourd'hui est, je crois, quasiment le leader mondial, on peut le dire, pour la marine marchande. Il n'y a que lui aujourd'hui sur ce marché. On espère que d'autres arrivent parce qu'on est aussi agnostique là-dessus, mais ça a été absolument majeur pour nous. Et effectivement, ces mâts doivent être rabattables parce que si on veut faire de la propulsion principale, il faut aller chercher de la hauteur et on a une contrainte avec les ponts. Et à ce moment-là, il faut régler la contrainte de tirant d'air. Donc Chantier Atlantique a développé un système de rabattage de 70 degrés. Donc il faut se figurer que notre navire aura 89 mètres de tirant d'air et il pourra réduire son tirant d'air à 41,50 mètres et ainsi accéder à n'importe quel port dans le monde quasiment. Y compris Baltimore. Alors, oui, malheureusement, Baltimore, on verra ce qui va ressortir, mais ça a un peu changé. Le garage, c'est aussi important. Vous avez fait un choix aussi au niveau de
Vous êtes en roulier avec du colis exceptionnel, des grandes hauteurs qui peuvent être éventuellement, y compris des produits industriels, parce que c'est aussi des choses qu'on fait des fois à Saint-Nazaire sur des colis lourds XXL. C'est un choix aussi de faire un garage designé justement pour du break-bulk sur roue. Oui, c'est un choix qui découle des contraintes de ce qu'on voulait faire, de la voile de travail, c'est-à-dire un pont dégagé, pas trop de fardage quand même, pas monter trop haut, etc. Mais aussi qui découle du coup des caractéristiques et des avantages qu'on peut tirer de ces contraintes. À savoir qu'on est sur un navire assez petit, donc pour un cargo, c'est un très très grand voilier, 136 mètres, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais c'est un petit cargo. Et donc ce qu'on va chercher, c'est pas se mettre en concurrence avec les marchés les plus massifiés, mais plutôt aller chercher des lignes secondaires qui n'existent pas, en créer des nouvelles avec des intervenants pertinents, pour profiter aussi d'une réduction du préacheminement, qui est un élément essentiel, et puis pouvoir transporter ce qui ne rentre pas dans les conteneurs. Et donc tout ce qui est hors gabarit, hors norme est intéressant. Et donc nous, on a développé avec Beneteau une hauteur de 9,90 m de clair dans la partie arrière du garage. On peut prendre des colis jusqu'à 12 mètres de large et à peu près 200 tonnes unitaires. Donc c'est vraiment, c'est pas du colis très très lourd, mais ça donne énormément de souplesse et on peut servir beaucoup de marchés de cette façon-là. Et sur l'ensemble du garage principal, on a 7,10 m de hauteur. Et ça nous permet quand même de charger des conteneurs sur 2 hauteurs sur remorque Mafi. Ça aussi, c'est intéressant. Et on a à peu près la moitié de notre chargement qui sera quand même en conteneurisé sur le premier navire. Donc on a essayé de combiner ces éléments-là. Et on a aussi pu trouver dans notre recherche de marché une niche particulière aussi qui est l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a des difficultés d'approvisionnement aujourd'hui et qui a un port aussi des dimensions contraintes. Donc on est le plus grand navire qui peut rentrer dans le port de Saint-Pierre. Et du coup, là aussi, on vient amener un vrai bénéfice pour la population, puisqu'aujourd'hui, ils sont plutôt à peu près 20 jours pour faire venir du fret de métropole à Saint-Pierre, et nous, on va mettre 8 jours, en allant moins vite. Et ça, c'est aussi intéressant. Du coup, le Neoliner 2, quelle échéance? C'est mieux une ligne quand il y a 2 navires, ça permet un peu la fréquence un peu plus importante. Un gabarit supérieur, voire plusieurs. C'est quoi la perspective au-delà du navire étalon d'aujourd'hui, mais c'est peut-être pas la norme de demain, il va falloir grandir peut-être. Quelles sont un peu les ambitions pour la fin de la décennie, on va dire? Ou le milieu plus de la décennie? Alors, je ne vais pas donner de date à 10 ans, mais effectivement, alors je vais rappeler peut-être la ligne parce que je ne l'ai pas dite. Oui. Donc notre ligne pilote partira de Saint-Nazaire, Saint-Pierre-et-Miquelon, Baltimore et Halifax, avec potentiellement aussi quelques escales autour ponctuelles, même si elles ne sont pas forcément régulières. Et compte tenu de la vitesse du navire, de son profil opérationnel, on aura un départ par mois avec le premier navire. Et effectivement, il y a un fort enjeu commercial pour nous à augmenter la fréquence de départ. Et donc notre ambition cette année, c'est de réussir à lancer la construction d'un sister ship qui permettra dès 2027, début 2027, si on arrive à le lancer là, on a livraison fin 26, donc mise en service début 27, de doubler la fréquence, du coup d'avoir un départ tous les 15 jours. Donc pour nous, c'est important. Et c'est notamment important aussi pour le fret retour, parce qu'il y a un gros déséquilibre de flux dans le sens transatlantique. Et donc si on veut vraiment rendre profitable cette ligne, eh bien, il faut que nous ayons une bonne fréquence pour attirer des flux retour depuis l'Amérique du Nord, donc US, Canada, vers la France. Puis par ailleurs, on se penche sur d'autres projets. Et on a eu la chance dans le financement de bénéficier de l'appui de financeurs importants. Je veux saluer au passage l'action de l'État qui est intervenue, jamais vraiment sous forme de subvention, mais sous forme de prise de participation, de prise de garantie, qui nous a permis de réaliser ce projet. C'est important de souligner que sans eux, nous n'y serions pas arrivés. Et ensuite, il y a aussi un grand groupe qui a accepté d'investir, qui est le groupe CMA-CGM, et donc qui ouvre des opportunités. Et il y a des échanges très intéressants et des potentialités très intéressantes, alors pas sur les plus grands porte-conteneurs, c'est pas notre domaine, mais sur d'autres marchés que eux aussi commencent à regarder de façon très, très sérieuse. Donc là, il y a des choses, mais on a aussi l'ambition d'ouvrir dans les prochaines années une nouvelle ligne sur un modèle proche de la ligne pilote, c'est-à-dire une ligne originale qui n'est pas de concurrence directe et sur laquelle on va être capable de proposer une valeur ajoutée. On va viser des tailles un peu plus grandes, on va viser de l'ordre de 170 mètres de long, pour essayer de gagner en effet d'échelle. Et donc c'est ça nos objectifs à moyen terme, avec aussi sur l'aspect technologique la dernière partie de la décarbonation, c'est-à-dire
de travailler sur les manœuvres portuaires, la production d'électricité à bord et le soutien à la propulsion principale de façon la plus décarbonée possible. Du coup, sur le Neoliner 2, on serait sur le même format, justement, pour ce qu'on a dit, garder un même gabarit, ce serait... C'est sister ship, c'est le même navire. Et les technologies supplémentaires, piles à combustible, e-carburant, c'est des choses aussi qu'il va falloir intégrer sur un deuxième, vous y pensez ou c'est tout à fait important, mais pour nous, c'est un cinquième du sujet, parce qu'on vise à réduire de 80%. Et donc, quand on parle d'un besoin sur un cinquième du besoin initial, eh bien, tout d'un coup, on est à la portée peut-être de cette technologie. Parce que, voilà, la réalité quand même, c'est qu'on sait très bien que si on veut réaliser des carburants de synthèse dans les limites planétaires, il n'y en aura clairement pas pour tous les usages. Et il y a certains secteurs qui ne peuvent pas faire autrement qu'utiliser ce type de carburant, et notamment le secteur aérien, mais pas que. Donc, dans le secteur maritime, où nous avons la chance de pouvoir profiter de l'énergie du vent en direct, sans passer par des éoliennes, le réseau électrique, etc., eh bien, il faut le faire. Et nous, on est absolument convaincus que ce qu'on développe là et les autres projets qui le font également sont des outils extrêmement puissants pour pouvoir demain être capables de travailler, de transporter dans un monde post-carbone. Et du coup, on travaille notamment sur ces enjeux-là, nous, aussi à l'hydrogénération, donc la capacité à travers des hélices, récupérer l'énergie du vent, là aussi, grâce au déplacement du navire, les batteries, donc ces éléments-là. Et un élément fort sur lequel j'en profite pour le placer, qui nous paraît important, c'est l'électrification des ports. On veut se brancher dans les ports. On pourra le faire, on sera équipé pour ça, on a besoin de le faire. Ça fait partie du boulot, je pense, de la collectivité maritime, de faire en sorte que les navires baissent leur consommation, mais aussi puissent se brancher en électrique sur le port, c'est essentiel. Un élément, c'est le routing. Vous avez une société, parce que bon, on veut aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas droit, mais etc. Les vents, comment s'inscrit le routing justement par rapport à ça? C'est une solution interne, on prend des prestataires extérieurs. C'est quand même indépendant aujourd'hui du Vélix, c'est aussi la technologie. Alors c'est un volet effectivement passionnant à aborder parce que c'est un volet qui finalement est un des éléments, il n'y a pas que celui-là, mais qui est un des éléments de transfert de technologie depuis la course au large sur la marine marchande. Et quelque part, il y a un siècle, c'est dans l'autre sens que ça s'est fait, puisque la marine marchande à voile s'est arrêtée quand le nautisme et la course au large a émergé. Donc là, c'est assez intéressant. Et la révolution, si vous voulez, pour nous, c'est la météorologie et la capacité à simuler une multitude de trajectoires pour donner un conseil sur celle qui est la plus efficace. Et comme ça permet quoi? Ça permet d'avoir de la ponctualité. Vous l'avez dit, la durée de trajet n'est pas forcément critique, mais arriver le jour prévu, ça, c'est critique dans une chaîne industrielle logistique. Et ça, c'est ce sur quoi on s'engage. Et le routage météorologique permet en fait d'optimiser l'usage du vent et l'usage du gisement vélique sur la route, d'aller chercher le vent, tout en maintenant la ponctualité. Et c'est vraiment cette révolution-là qui est forte. Alors comment on va la mettre en œuvre? Ça passe avant tout par nos marins. Ça a été dit et on souscrit, on est complètement là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut que nos marins deviennent des experts du routage. Mais ils seront accompagnés pour ça avec des systèmes embarqués basés sur des programmes de simulation, notamment ceux dont on a choisi la solution développée par DICE qui s'appelle Oceanix, qui du coup, à partir des caractéristiques performantielles du navire, peut calculer différentes routes. Mais ça, c'est un des éléments du conseil. Et puis, on a l'ambition sur les premières années d'avoir aussi un routeur humain qui fait son travail à côté et que du coup, les officiers et le capitaine reçoivent des conseils de différentes sources et puissent comme ça pondérer les options. Dernier élément, à Euromaritime, j'avais une conférence un peu du même type et on me disait, d'ailleurs c'était Crin qui est quelqu'un du groupe REL, qui me disait, en fait on ne connaît pas le vent à bord, c'est pas forcément la connaissance du système vélique, de la situation du vent sur le navire lui-même. C'est-à-dire que le routing souvent c'est avec de l'identification satellite et tout ça. Comment on met aussi la réalité du vent sur la zone versus le routing? C'est des choses qui sont prévues un petit peu justement pour entrer dans la technologie un petit peu du Vélix. Alors, en plus à différentes hauteurs, c'est pas forcément la même chose au niveau de la mer ou 80 mètres au-dessus. Comment on fait rentrer toutes ces notions technologiques? Le défi du Vélix et des marins véliques de demain.
Oui, et ça, c'est qu'un petit bout des choses qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que ça fonctionne. La question que l'on se pose, c'est quelle vitesse on peut obtenir en ayant 82% de réduction de la consommation, quelle vitesse commerciale on peut avoir, ou si on priorise la vitesse commerciale, quelle réduction de carburant on pourra avoir. Mais on sait qu'on pourra arriver à l'heure et on pourra utiliser un maximum d'énergie. Mais là, il y a effectivement des domaines de recherche qui sont extrêmement importants sur la réalité du fonctionnement dans un ensemble complet. Et ça passe par le comportement du vent en local, mais ça c'est aussi le travail sur les superstructures, hein, le travail sur l'aérodynamique du navire, le fardage en général. Il y a aussi la question de l'antidérive, hein, parce que le vent ça fonctionne parce qu'il y a une différence de densité entre l'air et l'eau, donc c'est l'air qui pousse et l'eau qui retient. Et donc là on a aussi un travail très fort sur les antidérives et le pilotage de tous ces actionneurs. Ça va être vraiment passionnant. Le travail sur l'hélice, comment on gère le pas d'hélice, comment on gère la propulsion hybride. Donc tout ça, en fait, on a des idées, on a des guidelines, mais qu'est-ce que ça va donner en réel? C'est pour ça qu'on parle d'innovation, en fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est un navire pilote. Ma vraiment dernière question. Canopée, c'est les Alizés, c'est la Guyane. C'est pas la même chose que l'Atlantique Nord que vous allez tester, justement. C'est plus compliqué, l'Atlantique Nord, versus, sans comparer les projets, mais pour parler purement vélique. Alors nous on pense que c'est mieux parce que le vent est plus puissant. Il est plus puissant et on a des choix de route qui sont très larges. C'est-à-dire sur la transatlantique, et c'est l'immense avantage, on peut prendre des options sud, des options nord et on peut, pour un même trajet, passer à 1000 milles d'écart en latitude selon la position des dépressions. Et donc le pari qu'on fait, c'est qu'on sera capable d'être dans la bonne position le maximum du temps, à savoir éviter les zones où il n'y a pas de vent, mais aussi éviter les zones où il y a trop de vent. Et ça, c'est aussi une nouveauté. Ça se développe d'ailleurs chez les armateurs, mais de router autant, nous, on est convaincus que ça permettra de facilement diviser par deux le nombre de tempêtes subies par le navire et qu'à terme, nos primes d'assurance seront plus faibles. Dernière chose, le calendrier, le baptême, la première escale nazérienne, quelle est la première boucle de retour à Saint-Nazaire? C'est quoi dans votre calendrier pour 2024? Donc, comme je disais, voilà, on a la mise à l'eau de la coque en Turquie en décembre, mais ensuite, toujours en Turquie, les mâts seront terminés d'installer et les essais auront lieu, etc. Et donc la livraison du chantier turc est prévue le 6 juin, précisément. Donc on verra s'il y a du retard ou s'il y a de l'avance. Et à partir de là, nous arriverons, on aura un transit, on va essayer de charger pour ce transit-là, c'est très important de jamais naviguer à vide, et on a des pistes. Et donc ça fera une arrivée aux alentours du 20 juin à Saint-Nazaire. Et donc le baptême aura lieu entre Saint-Nazaire et Nantes dans ces époques-là, et on chargera vers le 25 juin pour la première rotation. Et évidemment, on essaiera d'organiser des événements à chaque escale pour célébrer ce voyage inaugural. Très bien. Et je précise qu'il y a 6 cabines doubles, donc on peut prendre 12 passagers. Vous ouvrez le carnet commercial pour le transatlantique. Ce sera le premier transatlantique à la voile commerciale depuis la fin des navires à voile dans les années 30-40. Monsieur Le Bailly, comment un groupe industriel comme le vôtre va se mettre dans le maelstrom du maritime et de la décarbonation du maritime? Est-ce que c'est une bonne idée, d'abord? Quand on entend justement pas la quadrature du cercle, mais en tout cas les tenants de ces problématiques. Oui, alors nous on pense qu'effectivement non seulement c'est une excellente idée, mais en plus c'est une obligation pour tout le monde. Donc comme vous l'avez dit, effectivement, le Réel, c'est un groupe industriel français. Hein, c'est 3000 personnes, un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. On intervient dans différents secteurs d'activité et notamment on intervient déjà dans tout ce qui est l'activité marine et offshore. Et c'est notamment notre établissement qui est basé directement dans l'enceinte du port atlantique de La Rochelle. On est locaux à La Rochelle, on emploie environ 70-80 personnes ici. C'est tous des gens qui sont dédiés à l'activité marine. Donc aujourd'hui, effectivement, la notion de décarbonation du transport maritime, ça devient une nécessité. On se rend compte que tous nos objets du quotidien ont été à un moment ou à un autre transportés sur l'eau et que les émissions de CO2 dues au transport maritime sont conséquentes et qu'il faut absolument agir dessus.
Donc nous, c'est quelque chose qui nous a toujours intéressé, toujours passionné, ce côté aussi green technology. On est également spécialisé dans la machine spéciale, donc nous on est équipementier de systèmes de propulsion vélique. On est dans cette activité depuis 2017, où on avait été approché à cette époque-là par la société Airseas et leur principe de propulsion par cerf-volant, de kite. Et ils étaient venus nous voir, ils cherchaient un industriel capable à la fois de concevoir et de fabriquer le système qui permet de lancer et de récupérer le kite à l'avant des bateaux. Donc c'est quand on a eu cette opportunité-là, ben, on n'a pas hésité, effectivement. C'est quelque chose qui nous intéressait. Donc ça a été notre première aventure dans le domaine de la propulsion vélique. Et puis un petit peu plus tard, en 2021, on a été également approché par un centre de recherche, le CRIN, le centre de recherche en architecture industrie navale, qui est également basé à La Rochelle. Donc on est à la fois voisins et puis c'était aussi une histoire d'homme puisque nos patrons se connaissaient. Et donc le CRIN est venu nous trouver avec une solution un petit peu différente que je détaillerai tout à l'heure. Et là encore, bah, ça ne faisait pas de doute pour nous que sur l'intérêt, ça faisait un petit peu partie aussi de notre ADN, ce genre de développement de produits nouveaux pour la propulsion vélique. Donc voilà, c'est des sujets sur lesquels on travaille. On regarde également d'autres sujets sur tout ce qui est l'économie de l'énergie verte en mer, tout ce qui est l'énergie éolienne en mer, tous les systèmes d'assistance pour les parcs éoliens. Notamment en ce moment, on a une très très belle machine installée sur le port de La Rochelle, sur le môle d'escale. C'est une très grosse machine qui fait 3000 tonnes et qui va permettre de mettre en place les pieux d'éoliennes en mer pour les champs éoliens. Alors parlez-nous de votre technologie. On n'est pas dans une voile rigide, on n'est pas dans un rotor, on est dans autre chose, un petit peu la spécificité de votre concept. Tout à fait. Alors déjà au niveau national, la France est très très active dans l'activité vélique. Hein. Il y a beaucoup d'acteurs, donc tous ces acteurs sont fédérés autour de l'association Winship, donc qui est une émanation de l'IWSA, c'est l'International Winship Association. Donc la France est très très active dans ce domaine-là. On a une certaine avance par rapport à d'autres pays. Et effectivement, donc en France, il y a beaucoup de technologies qui se développent et on a la chance d'avoir un panel de technologies très variées. Donc nous, le sujet sur lequel on travaille et sur lequel le CRIN travaille depuis de nombreuses années déjà, c'est le principe, ça s'appelle l'aile aspirée. C'est un principe qui avait été inventé par le commandant Cousteau au milieu des années 80. Et il avait équipé à l'époque son bateau, l'Alcyone, avec 2 de ses ailes. Alors, bon, après, au milieu des années 80, tout ce qui était décarbonation, économie d'énergie, ce n'était pas forcément un petit peu à l'ordre du jour. Donc c'est un système qui est tombé un petit peu dans l'oubli pendant une trentaine d'années. Mais aujourd'hui, donc, avec les efforts du CRIN qui ont notamment permis de vraiment optimiser les performances de ce système, on pense que c'est une technologie très très prometteuse. Alors c'est un système très simple, hein, c'est un système qui est basé un petit peu comme sur le principe de l'aile d'avion. L'avion quand il avance, l'aile le fait décoller. Là l'idée c'est de positionner à la verticale sur le pont des bateaux ces ailes-là. Et avec la combinaison de la vitesse du bateau et de la vitesse du vent réel, on va créer un vent apparent qui va générer sur l'aile une portance et une force de propulsion. Alors nous, la spécificité de notre système par rapport à une aile d'avion, c'est qu'on est sur un profil épais, donc on ne peut pas le laisser totalement passif tel quel, parce que sinon la couche limite d'air va se décoller, donc on est obligé de venir faire replaquer la couche limite d'air, donc on a un système d'aspiration qui met l'intérieur de l'aile en dépression en fait, et on va venir faire replaquer cette couche limite d'air, et c'est ce phénomène en fait qui va créer une force de portance très très importante. Donc c'est à la fois un système qui est très simple, qui est très mécanique, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas d'éléments souples, il n'y a pas de pièces d'usure, c'est un système qui est conçu pour la durée de vie du bateau, entre 25 et 30 ans. C'est un système qui est totalement autonome.
et qui, vis-à-vis du personnel à bord, ne nécessitera pas non plus de formation spécifique, parce que l'entretien sera limité, ça sera du graissage, de la peinture au pire. Voilà. Donc c'est un système on imagine très performant, très efficace, très simple, qui ne pose pas de contraintes. Au pire des cas, s'il est en panne, il n'empêche en rien l'activité du bateau, on ne pénalise pas l'activité du bateau. Donc c'est une propulsion auxiliaire. De notre côté, on est un petit peu aussi, alors on n'aime pas non plus annoncer vraiment des chiffres, hein, ça dépend beaucoup du type du bateau, du type de route, de la fréquence de navigation. Quand on est approché par des clients, effectivement c'est le genre de questions qu'ils nous posent. Nous, ce qu'on préfère faire, c'est des études au cas par cas, hein, en fonction du type de bateau. On aime bien voir le plan d'ensemble du bateau, ce qui nous permet de voir les implantations possibles des ailes sur le bateau, le nombre qu'on peut installer. Et puis, en fonction de la route, de la vitesse du bateau, on fait des estimations de performance. Donc, ça peut être assez variable. Nous, ce qu'on vise de manière générale, c'est quand même ce qu'on propose à nos clients, c'est des ROI, hein, donc des retours sur investissement inférieurs à 3 ans. Donc c'est quand même assez limité en termes d'impact. Hein. Donc voilà, on retrouve vite du bénéfice à installer ces systèmes-là. Et alors aujourd'hui, nous, les marchés un petit peu qu'on vise, c'est ce que je disais, c'est des routes plutôt exposées, c'est des bateaux qui naviguent beaucoup, donc sur des routes transocéaniques, hein, donc l'Atlantique Nord va parfaitement bien pour ce type de propulsion vélique. On est sur plutôt des gros bateaux avec des réserves de stabilité importantes, hein, puisque l'ajout de ces systèmes a forcément un impact sur la stabilité de ce bateau. Donc là, je parle plutôt de tout ce qui est marché du rétrofit, hein, qui est très important. Aujourd'hui, la majorité de la flotte actuelle mondiale ne répond pas aux exigences qui ont été fixées par l'OMI en termes de décarbonation. Sur les nouveaux bateaux, c'est un petit peu différent, puisqu'ils sont directement conçus en prenant en compte cette propulsion vélique. Et donc, pour revenir donc, sur le type de bateau, c'est plutôt des méthaniers, des tankers, des ro-ro un peu de grande longueur, qui naviguent plutôt vite, hein, puisque l'efficacité du système est directement liée à la vitesse du vent apparente. Donc voilà, c'est un petit peu la typologie. Alors vous l'avez testé sur le port de La Rochelle, c'est quoi la prochaine? C'est trouver un armateur qui teste? Vous êtes où en termes de contractualisation de l'essai dans le réel? Donc, alors, on a déjà fait beaucoup d'essais en soufflerie déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, effectivement, on a construit un prototype à échelle réduite de 7,50 m qui est également installé sur le môle d'escale depuis plusieurs années. Alors nous, un petit peu à contre-pied de nos, entre guillemets, concurrents, on a d'abord choisi d'aboutir sur nos études, de pousser au maximum toutes les simulations possibles et imaginables pour arriver à un produit relativement bien abouti, bien fini. On a travaillé avec des organismes certificateurs pour certifier cet équipement, ce qui n'est pas là non plus forcément le cas d'autres équipements qui naviguent déjà. Nous, on ne pouvait pas se permettre de faire l'inverse. Et donc aujourd'hui, nous, on est en phase finale du design approval, ça s'appelle comme ça, donc pour certifier toute la partie étude et calcul de notre équipement. Et donc aujourd'hui, effectivement, l'urgence pour nous, entre guillemets, c'est de trouver effectivement un premier partenaire qui accepterait d'installer notre équipement sur l'un de ces bateaux pour le mettre en mer et puis pour pouvoir faire les essais et prouver en grandeur nature les performances qu'apporte ce système-là à la navigation. Donc aujourd'hui, voilà, on est dans cette phase-là, on est prêt à lancer. Donc l'idée, nous, aujourd'hui, qu'on propose un petit peu au marché, c'est de leur dire que Réel accepte de lancer en fabrication
le premier prototype à l'échelle 1, donc c'est une aile qui fait 32 mètres sur fond propre. On propose de l'installer à bord d'un bateau et puis de la tester en mer pendant une certaine durée, de 12 à 18 mois. Et puis on se donne rendez-vous à la fin de cette période-là, et puis on regarde effectivement les bénéfices apportés par l'aile, s'ils sont conformes aux prévisions qui avaient pu être faites, si elles surperforment, si malheureusement elles sous-performent, et puis comprendre pourquoi. Et puis à ce moment-là, voilà, on demanderait une incentive de la part de l'armateur Du coup, une question technique, combien d'ailes il faut mettre sur un navire, même test? Et ça vous fait quel tirant d'air pour quel type de navire? Comment vous voyez les choses? C'est une, deux? C'est plutôt un navire à ponter parce qu'on a les 32 mètres ou on peut se permettre... Alors, voilà, ouais, nous on a la contrainte effectivement de... Alors c'est des équipements qui effectivement prennent de la place sur le pont, hein, donc on cherche plutôt des bateaux qui ont les ponts dégagés, donc c'est pour ça que les bateaux type Ro-Ro, tanker correspondent bien. On cherche des bateaux, plutôt des gros bateaux, avec encore une fois donc, de la réserve de stabilité. Après, il n'y a pas de standard, hein. C'est des études au cas par cas en fonction de ce qui est possible d'implanter. Donc ça peut aller de simplement une aile sur un bateau peut-être de plus petite dimension jusqu'à 6 voire 8 ailes sur des grands tankers ou des très grands vraquiers. Donc voilà, il n'y a pas de standard. On est bien dans les principes de la décarbonation, c'est-à-dire des solutions lavéliques, des armateurs qui prennent un risque et des hypothèses et des hypothèques à lever par rapport à des dimensions. Vous êtes un projet industriel qui maintenant a besoin d'un projet maritime pour l'accompagner. Voilà, exactement. On pense avoir fait tout ce qui était possible de faire en termes d'estimation, de simulation numérique. Aujourd'hui, on est très confiant sur ce que peut apporter notre système. Il ne manque plus qu'à le prouver physiquement en grandeur nature. Et mon ultime question, les politiques publiques, est-ce que vous pensez que justement c'est une mission de l'État de pouvoir aider les uns et les autres, notamment la prise de risque? Alors, encore une fois, beaucoup d'armateurs, mais prendre un rotor qu'on utilise depuis 15 ans, comme le font certains, ou d'autres des technologies qui sont déjà éprouvées, est-ce qu'il faudrait une aide publique, une sorte d'accompagnement au risque? Alors, l'État est déjà effectivement assez actif et bien présent dans cette démarche-là. Pour notre partie recherche et développement, on a été aidé par la région Nouvelle-Aquitaine dans un premier temps. Après, effectivement, ce que je pense qui manque peut-être aujourd'hui au niveau national, hein, comme je disais, il y a beaucoup d'équipementiers, il y a beaucoup de technologies émergentes. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a quand même pas mal de problèmes pour pouvoir les tester. Donc, Louis Dreyfus est très actif en revanche dans ce domaine-là. Effectivement, c'est quelque chose qui je pense que ça intéresse tout le monde. Louis Dreyfus et Airbus, bien évidemment. Donc ils jouent vraiment le jeu dans ce secteur-là. Il faudrait peut-être voir aussi avec d'autres acteurs qui soient un petit peu dans cette démarche-là afin de favoriser la filière française. Et puis peut-être, pourquoi pas, avoir des sortes de garanties vis-à-vis de l'État si l'implantation de tels systèmes devait pénaliser les contraintes opérationnelles de certains navires. De toute façon, vous êtes parti de Winship. On a entendu les annonces gouvernementales il y a quelques jours à Saint-Nazaire, où je n'étais pas. Mais c'est pas grave, j'ai aussi l'ADG en pas. Voilà, encore une fois, il ne faut pas qu'on ait un État que déclaratif, il faut qu'on ait un État actif, y compris dans ces domaines-là. Donc effectivement, des industriels, des armateurs, des jeunes et des plus nouveaux. Je vous remercie bien. Je pense qu'on se revoit dans un an ici, donc on pourra avoir un point encore décarbonation. Et puis il y a Win for Good aussi à Saint-Nazaire dans un an, qui sera aussi l'occasion pour la filière, à la fois des acteurs. Donc on voit que le challenge est relevé par les armateurs et les technologistes français du VLIC. J'espère que cette conférence sur la décarbonation du breakbulk vous aura intéressé. Et puis encore une fois, des dimensions, on a beaucoup parlé voile, mais bon, il y a aussi les carburants, il y a pas mal de solutions. En tout cas, la France maritime et les industriels prouvent qu'elle avance. Encore faut-il qu'il y ait des politiques publiques. Encore une fois, j'insiste beaucoup, mais
C'est pas tout de faire des plans stratégiques et des déclarations, il faut aussi de l'action, soutenir par l'investissement, le capital risque. Voilà, on a un bel écosystème qui se met en place, il faut qu'il parte partout parce que le risque, pour être honnête, c'est que dans 10 ans, on ait beaucoup de navires véliques avec des technologies chinoises et des choses comme ça et qu'on s'aperçoive que l'effort de nos industriels de toutes sortes puisse pas tomber à l'eau mais manquer d'engagement et de continuité. Je vous remercie, je vous souhaite un bon après-midi et une bonne fin de salon.